Corentin, je propose peut-être aussi que tu fasses dérouler les slides du début que nous, on passera, parce que je pense que là, on n'a que de slides de... Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. De toute façon, c'est les gens qui arriveront. L'introduction, on va aller assez vite. Et du coup, le temps qu'on ait fait l'intro, je pense que on va pouvoir arriver dans le vif du sujet. Donc, je crois que Stéphanie, on démarre. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. On est réunis une nouvelle fois ce soir. Stéphanie et moi-même animons ce club innovation depuis maintenant 10 ans. Donc, pour une nouvelle session de club qui va porter sur un thème qui nous tenait à cœur et sur lequel on a réfléchi déjà depuis quelques mois, le genre et le marketing. Donc, Stéphanie, je te laisse peut-être te présenter. Moi, très rapidement, je suis le côté plutôt, on va dire, insights, études et innovation dans l'animation de ce club. Et Stéphanie, vas-y, tu peux te présenter aussi rapidement. Ouais, bon, je viens de la grande consommation avec une passion pour les familles, l'international et innovation. Et après avoir eu un parcours à la grande consommation, là, je suis en train d'explorer les chemins de l'entrepreneuriat avec Explorapi. Voilà. Passionnée d'innovation. Et ça fait une super transition pour la mission du club, parce que justement, c'est le slide d'après. Il y a un peu plus d'un an de ça, on avait dédié un club à un atelier pour écrire notre mission. Donc, faire l'exercice que nous, on fait souvent en entreprise, mais pour notre propre club innovation. Et c'était justement oser vivre des expériences nouvelles ensemble, parce que nous croyons à la richesse du partage. Il y avait la notion de partage qui va être importante ce soir, partage d'expériences, et nous contribuant à stimuler l'envie d'explorer. Voilà, Stéphanie vient d'en parler, ensemble, afin de créer le monde de demain. Donc, suite à ça, on a fait pas mal de clubs depuis un an, des clubs principalement en ligne par rapport à la situation, mais justement, on s'est adapté. On a mis quelques thèmes là. Dans les derniers thèmes qu'on a traités, c'est donc le codev, les ateliers justement de co-création à distance, mais on avait fait aussi quelque chose l'année dernière sur les DNVB, sur l'open innovation, sur un peu tout ce qui constitue aujourd'hui aussi beaucoup d'approches innovation dans les entreprises, comme le business model Canvas, le gros hacking, le lean startup, le design thinking, et on en a d'autres, bien sûr, à venir, toujours sur des thèmes aussi innovants. Juste pour un petit rappel de ce soir par rapport au webinaire. Donc là, on est sur un webinaire qui est plus de ce que nous, on a appelé en tout cas le partage d'expérience et la découverte autour d'un format table ronde. Je vais vous présenter avec Stéphanie dans un instant les différentes personnes qui vont intervenir ce soir sur cette table ronde. Vous les avez à l'écran, mais elles vont une à une aussi avoir l'opportunité de se présenter. Donc, le thème, on l'a intitulé « Genrer, dégenrer, nouvelle ère du marketing, point d'interrogation ». Durant l'heure et demie qui vient, puisqu'on a à peu près prévu cette table ronde jusqu'à 19 heures, nous allons donc pouvoir échanger entre nous et surtout avec vous autour du sujet genre et marketing, notamment sous cet angle innovation, avec ce que nous, on pense, l'avènement d'une nouvelle ère pour nos métiers. Comme on le disait dans l'invitation que vous avez reçue quand vous êtes inscrit, c'est quand même un sujet qui fait pas mal parler dans les médias, la question du genre, notamment autour de l'égalité homme-femme. Nous sommes encore dans le mois de mars, qui est le mois repère, on va dire. C'est dommage qu'il faille donner un repère, mais en tout cas, le mois de repère avec la journée des droits de la femme qui a ouvert ce sujet sur tout le mois, qui a été lancé le 8 mars. C'est aussi le sujet de l'inclusivité des minorités qui fait parler de ce sujet, et aussi et surtout la fluidité des genres. Donc, on a des mots comme transgenrisme, transidentité, gender fluide, genderless,
qui sont des mots qui sont devenus de plus en plus dans ces dernières années des buzzwords. On a aussi un phénomène autour de la mode de plus en plus unisexe. On reviendra d'ailleurs dans la première partie sur la différence entre le genre et le sexe. C'est pour ça que j'avais mis dans l'invitation unisexe entre guillemets, et notamment qui émane des jeunes générations. Que ça soit question de génération ou d'affirmation, il y a aussi de plus en plus de marques aujourd'hui qui, jusqu'à dans leur nom, s'affirment non-genrées. On a la chance d'en accueillir ce soir et on en parlera tout à l'heure. Des marques comme Gender Free World, une marque anglaise qui propose donc des vêtements sans genre et surtout pour toutes les morphologies. Une autre marque aussi dans son nom très, très clair qui est non-gender spécifique que Anne autour de cette table doit connaître puisque c'est une marque dans la cosmétique. Et enfin, une autre marque aussi, One DNA, que je voulais citer, qui est américaine, qui aussi propose donc une offre non genrée. Le genre, on peut se poser la question, a-t-il encore du sens du coup dans nos sociétés en 2021 et plus spécifiquement en marketing? On parlera probablement de façon sous-jacente de tous les sujets que je viens d'évoquer, mais on va essayer ce soir de se focaliser en particulier sur les liens entre genre et marketing. Puisque le marketing n'échappe pas à cette tendance, le genre a souvent été utilisé et très longtemps été utilisé pour segmenter nos cibles, les cibles en général, de façon relativement binaire, les hommes, les femmes, les garçons, les filles. Mais ce qui nous a amené à débattre ce soir, c'est qu'on se pose réellement la question, est-ce que ce critère n'est pas obsolète? Donc, j'en ai fini avec l'introduction et je vais avoir maintenant le plaisir d'appeler, entre guillemets, sur scène et d'accueillir Florence Benoît-Moreau et Eva Delacroix, maîtresse, et on l'a mis aussi entre guillemets, on reviendra là-dessus plus tard avec une autre de nos invitées qui a fait un papier là-dessus sur maître et maîtresse, de conférences en marketing à l'Université Paris-Dauphine et co-autrice d'un ouvrage Genre et marketing, et j'aimerais le signaler qui quelque part est un peu à l'origine de notre soirée ce soir, puisque Florence, que je connais par ailleurs, m'avait contactée au moment de la sortie de l'ouvrage pour m'en informer. Ça a vraiment titillé ma curiosité et m'a donné envie d'en faire avec Stéphanie un sujet du Club Innovation. Pour cet ouvrage, on va d'ailleurs découvrir leur approche qui est aussi innovante. On est au Club Innovation, mais je ne vous en dis pas plus dans quelques minutes. Elles vont vous expliquer comment elles ont conçu justement ce livre que vous voyez à l'écran, Genre et marketing. Elles vont également pouvoir nous faire un rappel théorique et historique sur la notion du genre. Et après l'introduction de Florence et Eva, longue introduction, nous reviendrons dans un second temps avec plus d'invités du monde de l'entreprise que je vous présentais et surtout qui se présenteront alors. Donc, je vous laisse la parole. Eva et Florence, c'est à vous. Merci beaucoup Delphine. Alors, je vais commencer. Donc, je suis Florence et avec Eva, on a eu vraiment grand plaisir à travailler sur cet ouvrage qui a la particularité d'avoir été co-écrit avec nos étudiants et étudiantes de master. C'était dans le cadre de leur mémoire de master. Ils ont réalisé un certain nombre d'études qu'on a évidemment encadrées et qui ont permis de balayer ces différentes thématiques, on va voir, et différents domaines d'application en fait de différents marchés. Alors, Corentin, si tu peux avancer. Alors, le genre en théorie. Alors, ce ne sont pas elles, ces précurseuses, qui ont utilisé le terme genre en tout premier, mais malgré tout, on leur doit beaucoup. C'est Margaret Mead, qui est donc une anthropologue, et vous voyez, 1935, donc ça date, hein. Elle évoque la façon propre à chaque société de définir la féminité et la masculinité. Donc, elle amorce un petit peu cette idée de la notion sociale, en fait, de la construction du genre. Et bien sûr, vous connaissez sans doute l'ouvrage de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, et cette fameuse citation, hein, « On ne naît pas femme, on le devient ». Et le terme en tant que tel n'existe pas encore. C'est en 1955 qu'un psychologue et sexologue qui s'appelle Monet il introduit le terme de gender role, donc le rôle de genre, et qui a défini à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui le genre.
Mais le terme plus tard, et même il y a une galaxie un petit peu de termes qui ont éclos, surtout à partir des années 70, donc au fond ça fait quand même plus d'une cinquantaine d'années, en psychologie, en psychiatrie, alors au départ aux États-Unis, et on a une définition qui annonce très clairement les choses, hein, Oakley en 72, sexe, c'est le mot qui fait référence aux différences biologiques entre mâle et femelle, et genre est un terme qui renvoie à la culture, donc en fait il concerne la classification sociale en masculin, en féminin. Alors, sans aller trop dans le détail, parce qu'évidemment, c'est qu'une introduction, on n'a pas le temps, mais autour de ça, il y a une nébuleuse de concepts qui est associée, hein, l'identité de genre. Il y a aussi des chercheurs qui regardent comment on construit cette identité sexuée, c'est-à-dire qu'elle ne nous est pas donnée à la naissance, elle va se construire dans l'enfance, l'adolescence et encore d'ailleurs à l'âge adulte. Et puis, il y a un terme sans doute que vous connaissez qui est la socialisation de genre. Là, c'est vraiment l'impact justement de la société, éventuellement d'ailleurs du marketing hein, et de ce que l'on voit, ce qui nous est donné de voir aux dispositifs marketing qui vont influencer la socialisation de genre et les stéréotypes de genre. Alors, dans la pratique, le genre, il y a un peu finalement trois sujets qui secouent. Je dis dans la pratique parce que la société aujourd'hui, elle est secouée par trois sujets finalement. Le sujet des violences faites aux femmes et aux minorités sexuelles, le sujet des inégalités hommes-femmes dont on parlait, et la question, alors aujourd'hui peut-être plus récente, de la binarité du genre. Alors, les marques là-dedans, le marketing, les marques, etc., elles sont interrogées à 4 niveaux finalement. Il y avait un peu ce niveau qui est presque un peu passé aujourd'hui, hein, de la banalisation de la violence physique ou symbolique faite aux femmes au travers des publicités. Mais là, on a déjà franchi des étapes. Il y avait également les éléments autour de la standardisation de l'apparence physique. Vous savez, le fait qu'on montre essentiellement des femmes jeunes, minces, avec un vrai critère d'hétéronormativité. On a aussi beaucoup parlé, et là aussi, ça s'est plutôt corrigé, de la taxe rose, donc ce qui est la discrimination par les prix, hein, pour un produit à peu près similaire. Celui qui sera, entre guillemets, marketé pour les femmes sera potentiellement plus cher, c'est ce qui était dénoncé par certains courants. Et puis, il reste une question, et là, elle est encore vraiment d'actualité, on en parlera ce soir, la diffusion d'une culture de genre, là, plutôt par le biais de la segmentation et des représentations stéréotypées. On viendra pas mal sur la notion de stéréotype. Alors, juste pour illustrer, tu peux passer, Corentin, à la slide suivante. C'est une illustration un peu des choses qui ont quand même évolué. Regardez la publicité avant-après. Hein. À gauche, on a sélectionné des publicités qui sont pas si anciennes, hein, c'est les années 2000, mais qui montrent évidemment des stéréotypes assez forts. Hein. Ralph Lauren avec l'ultra minceur de son mannequin, la PlayStation avec évidemment l'image de la femme blonde qui en gros joue avec ses 4 boutons. Bon, je ne les commente pas toutes, mais on voit qu'on était encore dans des choses assez, assez sans doute un peu outrées. Et puis, vous voyez, 10 ans après, hein, quand on prend la décennie 2010, les choses ont beaucoup évolué. Les corps différents hein, qu'on peut voir. Et puis également, regardez chez Gillette, qui a été quand même pas mal condamné condamné ou contesté sur sa perfection au masculin, qui aujourd'hui met en avant d'autres formes de masculinité. Alors, dans ce contexte, effectivement, hein, on peut souligner qu'un certain nombre de progrès ont été faits par les marques. Toutefois, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, le recours au genre comme critère de segmentation reste encore une sorte de réflexe pour beaucoup de marketeurs. Et c'est cette pratique de segmentation par le genre que nous aimerions questionner ce soir. Plusieurs questions se posent. Est-ce qu'il faut encore segmenter par le genre ? Si oui, est-ce qu'il faut le faire de manière binaire? Et si oui, comment le faire de manière moins stéréotypée? Alors, très rapidement, en introduction aux tables rondes qui vont bien sûr approfondir ces sujets, on va donner quelques éléments sur chacune de ces questions. Pour la première question, alors, est-ce qu'il faut encore segmenter par le genre? Alors, nous pensons qu'il est intéressant de distinguer 3 types de situations et 3 types de segmentation par le genre. Tout d'abord, on a certains produits qui sont physiologiquement sexués, comme par exemple les produits de rasage ou les serviettes hygiéniques. Bon, cela ne pose pas tellement de questions et de problèmes. On a un deuxième type de produits qui sont segmentés par le genre, ce sont les produits que nous appelons culturellement sexués, c'est-à-dire que la différence entre les hommes et les femmes est tellement culturellement ancrée que ce type de segmentation pose assez peu de questions. Par exemple, dans le secteur de l'habillement, pour une majorité de gens, il paraît normal que les hommes et les femmes s'habillent différemment et donc on n'est pas étonné de trouver des magasins pour hommes et des magasins pour femmes. Alors nous pensons qu'à court terme, ce type de segmentation ne va pas immédiatement être remise en cause, mais que peut-être dans une démarche un peu prospective, à moyen terme, il peut être intéressant pour les acteurs dans ce type de marché de voir un petit peu comment évolue la question du genre. Et puis, il existe une troisième catégorie qui sont les produits artificiellement genrés. Donc, ce sont des produits pour lesquels il n'y a aucune raison intrinsèque pour que les hommes et les femmes se comportent différemment et des besoins différents.
Par exemple, on peut prendre l'exemple du marché de l'hygiène. Il n'y a pas de raison pour que les hommes et les femmes ne puissent pas partager leur gel douche. Et pourtant, on a vu ces dernières années un certain nombre de marques venir chercher des relais de croissance en développant, par exemple, ici des produits pour hommes, avec cet exemple de la marque Nivea Men qui s'est déployée ces dernières années en mobilisant, qui plus est, une licence relativement typée qui est celle du football. Et nous pensons que pour ces marques-là, il est assez urgent de questionner ces pratiques de segmentation. Pourquoi? Parce qu'elles se trouvent aussi très souvent épinglées, notamment sur le blog Pépites Sexistes, qui fait référence en la matière. Vous voyez ici un exemple qui date d'il y a quelques jours, où le blog critique Decathlon pour proposer des raquettes pour filles et des raquettes pour garçons, alors que cette différence, effectivement, est un petit peu artificielle. La deuxième question qui nous intéresse, c'est si on doit segmenter par le genre, est-ce qu'il faut le faire de manière binaire? Florence vous a parlé des définitions du genre, elle s'est arrêtée dans les années 70. En 1990, la philosophe américaine Judith Butler a introduit la notion de queer. Alors, queer, ça veut dire étrange en anglais, et ça renvoie à la non-binarité, en quelque sorte. Et à partir de ce moment, à partir des travaux de Judith Butler, on considère ou on admet désormais qu'il existe une multitude de genres. Et c'est ce qui va donner naissance au mouvement LGBTQ+, le plus étant là pour signifier la très grande variété possible des identités sexuées et des orientations sexuelles. Alors nous pensons que la non-binarité, c'est plus qu'un phénomène de mode. Sa reconnaissance modifie la société. On peut prendre comme exemple les pays qui ont introduit la possibilité d'avoir une troisième catégorie de genre sur les passeports, comme les Pays-Bas par exemple, et disruptent de nombreux marchés. Et nous aurons tout à l'heure le plaisir d'écouter Anne et Catherine qui vont nous parler de deux marques qui ne pratiquent pas la segmentation par le genre, qui sont Estampes dans le maquillage et Oxybul pour les jouets. Et puis enfin, la troisième question, c'est si réellement on est sur un marché qui n'est pas prêt à se défaire de la segmentation par le genre, comment le faire de manière moins stéréotypée? Alors, c'est un peu banal et bateau de le dire, et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes vous-même sensibilisé au sujet, mais la première étape est probablement de se questionner soi-même, de prendre conscience des clichés qui guident parfois nos décisions de marketeurs et effectivement de sensibiliser les collaborateurs. Alors, pour illustrer ça, nous avons un exemple sur lequel nous avons travaillé, Florence et moi, ce qui est le marché du vêtement, qui en fait est un marché qui est encore extrêmement genré et cliché parfois. Donc, en bas, vous voyez des t-shirts qui s'adressent à des petites filles à qui l'on propose de devenir dompteuse d'étoiles, attrapeuse de rêves, apicultrice, dresseuse de licornes et éventuellement blogueuse culinaire. Et puis en haut, vous voyez des t-shirts qui s'adressent aux petits garçons et à qui l'on propose de devenir champion de boxe, inventeur, spationaute ou encore chercheur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque on parle aux acteurs de ce marché, aux gens qui font le marché, c'est-à-dire aux gestionnaires de collection, aux chefs de produits, aux acheteurs, eh bien, en fait, très peu sont conscients qu'ils véhiculent tout un tas de clichés et de stéréotypes au travers de leur collection. Ils sont dans un rythme de création de collection très rapide, s'arrêtent assez peu sur ce qu'ils font, savent évidemment ce qui se vend et ce qui se vend moins, et donc ne sont pas toujours conscients de leur rôle dans cette diffusion des stéréotypes de genre. Voilà, nous en avons fini pour cette introduction et je laisse Delphine présenter la suite de la soirée. Merci Eva et Florence. Là, on va donc inviter sur scène les trois autres intervenantes de notre soirée. Est-ce un hasard ou pas, nous ne sommes que des femmes, à part Corentin qui nous a aidés à coordonner tout ça. Donc, on a trois autres personnes du monde, on va dire, de l'entreprise et de l'agence qui vont intervenir sur la table ronde qui va suivre et je vais les laisser se présenter un petit peu plus en détail. Donc, on a Catherine de Bliquer et comme l'a mentionné Eva du domaine du jouet, donc directrice de la marque Oxybul Éveil et Jeux. Anne Bonner, fondatrice de la marque Estampes Cosmetics, lancée récemment. Et Vinciane Mouranval-Chareil, fondatrice de l'agence Unique en son genre. Donc, je vais vous laisser Catherine, Anne et Vinciane vous présenter chacune en quelques minutes avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
Donc, bonjour, merci Delphine de me passer la parole. Donc, je suis Catherine, je suis la directrice d'Oxybul Éveillé Jeu, la marque qui a pour mission de développer tous les talents de tous les enfants. Donc, développer et éveiller les talents. Et justement, on est très, très engagé sur le sujet genré, non genré, qu'on déteste comme mot, parce qu'on parle surtout de la mixité. Donc, la marque Oxybul cherche surtout à ce qu'un enfant puisse s'éveiller pour avoir confiance en lui et être la personne qu'il a envie d'être. Donc, le mot genre ne rentre jamais dans le sujet. On va en parler peut-être un peu plus tard. On se base surtout sur les talents qu'on a tous en nous. Et le mot genre n'existe pas côté Oxybul. Oui. La parole à Anne, oui. Oui, je prends peut-être la suite après Catherine. Donc, comme le disait Delphine, donc moi je m'appelle Anne Bonner. J'ai créé une marque de maquillage non genré et éco-conçu qui s'appelle Estampe, qui a été lancée en janvier en campagne de crowdfunding et qui maintenant est lancée officiellement via son site e-commerce. J'ai eu la chance avant ça de bosser dans l'industrie de la beauté pour des grands groupes et cette question du genre, c'est cette question aussi de l'ultra-féminisation, voire sexualisation de la femme sur des produits notamment de make-up, est aussi quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée et j'ai eu envie de créer une marque qui était inclusive et qui reconnaissait, je pense, les diversités qui composent ce monde, à savoir qu'un homme peut être féminin, une femme peut être masculine et les deux peuvent en changer. Il y a également au-delà de cette binarité, plein d'autres réalités de beauté qui s'animent. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'aider les gens, grâce à des produits de maquillage, de les aider à prendre confiance en eux, avec des produits sains, porteurs de sens, et la confiance en soi. So far, so good, c'est une question universelle et pas une question reliée au genre. Donc voilà. Merci Anne, je prends la suite. Je suis Vinciane Mouronval-Chareil, j'ai fondé et je dirige l'agence Unique en son genre qui a pour ambition de dégommer les stéréotypes de genre dans le marketing et la communication. Et pour ce faire, on travaille essentiellement on travaille sur tous les aspects du langage, que ce soit oral, visuel et écrit. Donc voilà, on forme et on accompagne les équipes marketing, les personnes qui travaillent dans le marketing, dans la communication, dans les RH, à justement éviter les stéréotypes de genre, parce qu'en fait, dans tous les vecteurs de communication qu'on utilise tous les jours, nous transmettons des stéréotypes de genre sans forcément le vouloir, puisque nous avons été formatés pour ça. Et forcément, mon expérience professionnelle de communicante et marketeuse m'a amenée à la création de cette agence il y a quelques années, parce que pour moi, c'était natif en fait de m'interroger sur ces questions de représentation des femmes et des hommes dans notre société, et que je voyais qu'autour de moi, les équipes communication, marketing ou RH avaient peu de conscience des impacts que ça pouvait avoir et que c'était important. Donc, je trouve que déjà, rien que les présentations de nos 3 présentations donnent lieu à beaucoup d'échanges, donc j'ai hâte de la suite. Donc, on va commencer justement dans le vif du sujet, échanger ensemble. Et justement, on va commencer dans le monde du jeu, le monde sympathique du jeu, donc qui est aussi qui peut être le domaine de la stimulation de la créativité des enfants, la stimulation du rêve. Mais ça peut être aussi le monde des cuisines pour les petites filles, bien roses, et le monde des garages pour les garçons et des voitures de pompiers rouges pour les garçons. Donc voilà, je suis un peu de provocation, mais on a la chance d'avoir un grand merci à nouveau, Catherine, pour être parmi nous et de leur partager voilà, ces convictions. On le voit, on a commencé à le sentir, ces grandes convictions. Donc, chez Oxybul, alors justement, comment ça se passe? Alors, le genre n'existe pas, mais alors comment ça se passe chez Oxybul au niveau du genre? Ouais. En fait, on est basé sur la théorie de Howard Gardner, que je vous invite tous à découvrir parce qu'elle est très libératrice. Il date de 89, qui dit en fait qu'on n'a pas juste 2 intelligences qui sont très classiques et beaucoup appliquées dans le système d'éducation en France, c'est-à-dire
les langues et les maths. Et en fait, il dit on en a tous 8 et je pourrais vous les développer, mais je vous donne déjà des idées. C'est tout ce qui est visuel, c'est tout ce qui est audio, c'est tout ce qui est comment on bouge dans l'espace, c'est la relation avec la nature, c'est la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, plus les maths et les langues. Donc du coup, si on dit ça, on dit on a chacun un équilibre qui est hyper unique, hein, parce qu'on l'a développé, on a voulu le développer, on a été éveillé par d'autres personnes ou quoi que ce soit, qui font que ça évolue en permanence, mais quand même, on a cet équilibre très personnel de tous ces talents-là. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que ça peut aller très loin, ça veut dire qu'un enfant qui est en situation de handicap, qui n'a pas son talent visuel, va le compenser avec cet autre et pas juste il lui en manque un, donc du coup, il est totalement bloqué. Ce qui veut dire que ça libère beaucoup, beaucoup de possibilités. Une fois qu'on a posé ça, c'est de dire, voilà, tous nos produits, tous nos jouets sont ludopédagogiques et stimulent et éveillent un de ces talents. Un ou plusieurs, parce que c'est très difficile d'isoler, surtout quand on est tout petit. Et du coup, quand on développe un des talents, on ne se pose pas la question de dire est-ce que ce talent est plutôt féminin avec tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas parce qu'on voit mieux ou on se bouge plus dans l'espace qu'on est féminin ou masculin. C'est juste un talent qui est universel. Et donc, on stimule ces talents-là. Et là-dessus, on rajoute un sujet, c'est de dire pour que ce soit le plus ouvert possible et le plus libérateur possible, surtout, on n'enferme pas dans des stéréotypes. Donc, quand je vais me bouger, je ne vais pas être ni Spider-Man, ni la Reine des Neiges. Donc, on ne vend aucune licence pour justement éviter qu'un enfant, quand il est en train de se créer cet univers, ne s'enferme pas dans des stéréotypes, parce que tout ça sont des stéréotypes. Donc, tout est du coup universel. C'est vrai que la cuisine ne sera pas... Non, mais je vais même le dire d'une autre raison, qui est basée sur le travail que ont fait avec des psychomotriciennes, avec des experts de la petite enfance, c'est que si vous allez faire une cuisine qui est hyper décorée et a des petites choses partout, quoi que ce soit, l'enfant va juste pas savoir où il va pouvoir mettre son action et ne pas être invité à interagir avec le jouet. Donc, nos jouets, en fait, ne sont pas très, très, très colorés. Ils sont colorés aux endroits qui demandent une action, tout comme on a des meubles de rangement qui ne sont pas avec des petites fleurs ou des décorations de voitures ou quoi que ce soit, pour inviter à chaque fois l'enfant de dire où est-ce que l'action a lieu et ainsi de le mettre en confiance. Donc, nos produits, donc la cuisine sera donc pas rose, hein, elle sera neutre, comme à la maison, parce qu'on est dans l'imaginaire et l'imitation. Donc, je ne connais pas beaucoup d'enfants qui ont à la maison une cuisine rose. Donc, du coup, on les met dans les couleurs les plus universelles, mais en même temps neutres, qui donc n'emmènent jamais vers un genre. Le petit garçon avec la poussette, effectivement, chaque garçon peut être appelé, enfin beaucoup de garçons peuvent être appelés à être papa, donc on ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas, lui, jouer à la poussette et imiter son père avec des poupées à l'intérieur. Donc on part de tout ça. Un enfant ne se pose pas de questions. Est-ce que c'est pour un garçon ou pour une fille? C'est surtout, ça vient, et on l'a bien entendu dans l'introduction sur le livre, ça vient de la culture. Et ça vient des adultes qui, en fait, l'imposent à l'enfant derrière. Donc, tout notre engagement côté Oxybul, c'est de pouvoir écouter l'enfant et stimuler l'enfant pour qu'il puisse, lui, s'exprimer comme il le sent et développer les talents qu'il a envie de développer, en même temps accompagné par ses parents. Et quelles sont justement les réactions parce que c'est un discours engagé. Et, quelles sont les réactions justement des parents, des enfants? Et est-ce que vous voyez une évolution dans ces réactions? Oui. Donc, effectivement, c'est des questions qui ne se posent pas vraiment. Quand on va montrer les images qu'on montre là, personne ne va nous dire mais pourquoi vous avez mis un garçon avec la poussette. Par contre, on accompagne quand même les parents et les grands-parents quand ils viennent en magasin qui disent mais moi j'ai une petite fille, je veux des choses pour une petite fille. Si jamais, alors la couleur rose est quand même un gros sujet, hein, par beaucoup de personnes de dire le rose c'est pour une fille, le bleu pour un garçon. Donc non, le rose fait partie de l'arc-en-ciel et peut être pour tout le monde. Mais donc, au niveau de notre imagerie, on n'a pas forcément des éléments qui peuvent interpeller les adultes. C'est beaucoup plus quand on les accompagne dans leur choix, ou encore beaucoup de personnes peuvent dire c'est pour un garçon ou une fille. On essaie de les accompagner, on évite qu'on ait cette question parce que c'est nous qui allons poser la question en amont en disant c'est quoi le prénom de l'enfant, à quel enfant on va faire plaisir, pour que justement on puisse créer cette connexion avec l'enfant, s'il n'est pas là, hein, sinon on va forcément s'adresser aussi à l'enfant, mais donc éviter qu'on rentre dans cette catégorisation qui est garçon-fille. Tout à l'heure, vous montrez une image du moteur de recherche, c'est vrai que ce sera pas, on ne l'a pas enlevé,
choix garçon-fille, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disent moi, c'est pour une fille ou un garçon, et c'est souvent quand c'est pour des cadeaux, pas forcément quand c'est les parents, mais il n'est pas du tout en premier choix. Le premier choix, ça va être quel talent on va développer. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime, est-ce que c'est le loisir créa, le bricolage, ou ce genre de choses. Donc, on rentre en fait par quel talent on veut développer, et après, on va parler de l'âge, et parfois, on va parler du genre parce que c'est le client qui le demande. Mais en tout cas, quand on va rentrer dans le moteur de recherche, l'offre garçon-fille, elle est à 99% le même. Donc, le moteur de recherche va donner le même résultat à la fin, mais c'est vrai qu'on l'a gardé pour les clients. Et donc, dans l'évolution, il y a quand même une grande évolution, et en fait, elle vient surtout du gouvernement. Il y a eu tout un engagement de la part du ministère de l'économie qui a eu une question au Parlement en disant comment ça se fait qu'il y a encore tellement peu de filles qui sont dans les métiers scientifiques. Et donc, en fait, ils ont commencé à tirer le fil. Ils ont vu que c'est déjà au démarrage du tout petit où déjà on rentre dans des stéréotypes, et c'est ce qu'on montrait tout à l'heure sur le textile. On le voit encore plus sur tout ce qui est jouet, où effectivement les rayons sont très, très colorés, rose ou bleu, et le bricolage n'est pas forcément marketé pour une fille. Donc là, ça fait maintenant 2 ans que Je pense que la slide suivante, ouais, je pense qu'on peut voir, pardon. Ouais. Vas-y. Donc, la charte pour la mixité et représentation mixte des jouets a été signée par beaucoup de players dans le monde du jouet, autant des fabricants que les distributeurs. Et oui, là, l'illustration que vous voyez, c'est qu'effectivement, on brouille un peu les pistes, parce que là, on rentre dans une réalité enfant, et donc pas du tout une classification culturelle. Donc, la dernière chose que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, nous, on ne parle pas du tout de genré ou non genré, parce que le but, c'est que chaque enfant puisse être ce qu'il a envie d'être. Et être un garçon, je veux être un garçon, un enfant a le droit de dire je veux être un garçon. Une fille, je veux être une fille, je veux être une princesse, elle a le droit de dire que je veux être une princesse. Mais c'est vrai que quand on brouille un peu les pistes, la fille pompier, l'histoire de la fille en astronaute, c'est chaque année on fait un concours de déguisement où l'enfant va dessiner le déguisement pour lequel les parents et nous on va voter et fabriquer. On avait choisi unanimement le costume de cosmonaute, et à notre grand plaisir, on avait vu que c'était une fille qui l'avait dessiné. Donc, ça nous rend très heureux. Donc, il y a une évolution qui est vraiment en cours et qui va dans le bon sens, en tout cas dans le monde du jouet. Merci beaucoup, Catherine, sur cet éclairage. Maintenant, je vais m'adresser à Anne. Donc, vous, sur votre marché, qui est quand même, vous l'avez dit en introduction, un marché très féminisé, comment vous est venue l'idée justement de créer votre marque, et aujourd'hui, comment vous traitez cette question du non-genré, peut-être de votre côté, versus le genré? Bien sûr. Alors tout d'abord, en développant la marque, on est parti tout simplement du pourquoi, d'essayer de répondre à la question assez simple de pourquoi est-ce qu'on se maquille, pourquoi on utilise des produits cosmétiques. Et en sondant environ 150 personnes, peut-être un petit peu plus, je ne me souviens pas plus du nombre exact, la question qui revenait 99% du temps, c'était « je me maquille pour prendre confiance en moi ». Ok, certes. Donc, si on parle de confiance en soi, si c'est ça véritablement le cœur du réacteur, l'élément déclencheur qui fait qu'on va avoir envie d'utiliser du maquillage, qui est un produit plaisir et qui n'est pas un produit, on va dire, vital, essentiel, pourquoi aujourd'hui on a toujours dirigé l'offre uniquement vers la gente féminine? Et en essayant de se poser cette question-là, on a commencé aussi à interroger des personnes de genres différents autour de nous pour essayer de voir si ils utiliseraient ou non des produits de maquillage. Et la réponse était oui, moi j'ai envie de me cacher les cernes autant qu'une femme peut le faire avec un anti-cerne, etc. Donc, encore une fois, c'est en partant de cette idée que la beauté ou la confiance en soi, ce sont plutôt des questions universelles, des questions qui touchent tout le monde à amplitude plus ou moins forte en fonction de notre développement personnel, qu'on a décidé d'avoir une marque de maquillage non genrée. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison physiologique, comme on faisait la distinction, notamment dans l'introduction, il n'y a pas de raison physiologique aujourd'hui pour justifier que le maquillage devrait être réservé notamment aux femmes. Après,
nous, on se dit non-genré, contrairement par exemple à ce qu'on disait juste avant avec Oxybul, parce que nous, on s'adresse plutôt à une cible d'adultes et qui sont imprégnés depuis le plus jeune âge, d'ores et déjà dans les stéréotypes du genre. Il y aura plein d'hommes qui nous diront encore que le maquillage, c'est uniquement pour les femmes. Et ils vont connoter ça aussi véritablement une communauté donnée, à savoir la communauté LGBT par exemple. Donc nous, on essaye vraiment de le rendre universel, de le détacher de jugement, que ce soit par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport à ce que devrait être la féminité, la masculinité, ou plutôt la virilité en général, c'est ça qui est atteint dans notre cas. Et voilà, on essaye vraiment de le rendre universel. Et pour ce faire, on a mis en place des séances photos où on invite des membres de notre communauté à se faire prendre en photo pour les aider à prendre confiance en eux. Ils peuvent tester les produits, etc. Et on les ouvre à tout le monde. Et il y a des hommes et des femmes qui viennent. On n'a pas encore eu de personnes transgenres notamment, mais notamment quand on recueille les témoignages des gens qui viennent se faire photographier, on a aussi beaucoup d'hommes qui nous disent moi j'aimerais me maquiller, mais j'ai juste peur par exemple de me faire embêter dans la rue parce que les gens verront de manière très visible que je suis maquillée. Alors nous, on a essayé de prendre un angle assez universel et de ne pas faire un maquillage qui soit, on va dire, trop difficile d'approche. On développe les 4 basiques pour avoir un joli teint, un teint frais toute l'année. On a fait donc un baume à lèvres, un anti-cerne qui peut être utilisé en tant que correcteur de teint également. On a fait une poudre matifiante pour les gens qui ont la peau qui brille, mais qui n'a pas de couleur, qui peut s'adapter à toutes les carnations. Et après, on a fait une poudre bronzante pour les gens qui ont envie d'avoir plutôt cet effet un peu hâlé. Et aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on développe des basiques simples, il y a encore moins de raisons que ça s'inscrive dans des stéréotypes de genre. Parce qu'en fait, c'est des produits extrêmement simples qui peuvent répondre à toute personne qui, par exemple, je le redis, veut se cacher des cernes. Et après, au niveau du packaging, on a essayé de faire quelque chose, encore une fois, où on a déconstruit le côté peut-être un peu shiny, paillettes, avec des couleurs qui pouvaient être trop connotées du genre, qui, surtout dans les packaging du maquillage, souvent c'est très connoté au niveau du packaging. Donc, on a fait un packaging en liège parce qu'on voulait quelque chose de sans plastique, qui soit aussi sans plastique. Donc, on est vraiment dans des teintes neutres. Pareil, dans les dessins, dans les logos qu'on a utilisés, on a essayé de rester dans des choses assez neutres. Et après, petit plus aussi de la marque, mais ça, c'est plus sur l'aspect éco-responsabilité. On a fait des produits rechargeables avec des compos naturels. Mais ça, ce n'est pas forcément directement relié à notre problématique du jour. Donc voilà. Mais on pourra en reparler, je pense, de cet aspect-là un petit peu plus tard, de l'aspect plus écologique ou éco-responsable. Moi, j'ai une question un petit peu complémentaire par rapport à ce que vous venez de nous dire. Vous avez toutes les deux beaucoup parlé de confiance. Est-ce que spécifiquement, Anne, sur le maquillage, vous avez l'impression que les attentes ont évolué et qu'il y a vraiment eu cette attente de confiance qui vient de la cible qui n'était pas jusque-là, entre guillemets, utilisatrice de maquillage, à savoir les hommes. Et est-ce qu'aujourd'hui, votre conquête de marché, elle est très dirigée vers cette cible-là? Alors, je dirais que déjà, ça, c'est certain qu'il y a une vraie demande de ramener le discours dans l'industrie du maquillage sur la confiance en soi, notamment parce qu'en fait, dans les publicités qu'on voyait de très grandes maisons de maquillage pendant des années, les teints étaient tellement photoshopés qu'il y a même des marques qui se sont fait épingler pour ça, sans citer de nom. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment déconstruire ces idées de perfection et de standards de beauté. Et ça, c'est plutôt une question, on va dire une demande générale qu'on a autant d'hommes, de femmes que de personnes trans qui nous écrivent sur les réseaux sociaux. Au niveau notamment des hommes, on a de la demande. Après, ce n'est pas encore aujourd'hui une majorité. Aujourd'hui, on n'est pas sur un 50-50 au niveau de notre clientèle parce que le chemin de déconstruction, il va être long. Et surtout, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des représentations qui soient de plus en plus visibles pour qu'on puisse se dire que ces produits-là peuvent être utilisés par telle ou telle personne. Et je pense qu'au niveau des femmes, on a aussi
une demande très très forte sur le fait de pouvoir utiliser moins de produits, de bons produits et être quand même reconnue et acceptée dans la société en tant que femme, même si on n'est pas toujours ultra féminine, qu'on ne peut pas être un jour un peu garçon manqué et que en fait c'est OK. D'ailleurs, garçon manqué n'est probablement pas du tout une bonne expression, mais bon, peu importe. Oui, par rapport à notre sujet de ce soir. C'est une fille réussie. Voilà. J'avais une dernière question peut-être, Anne aussi, c'est peut-être à développer un petit peu plus votre vision de l'inclusivité par rapport à la discussion qu'on avait eue en préparant justement cette table ronde. Nous, la définition de l'inclusivité, c'est vraiment, en fait, encore une fois, et j'ai peur de me répéter, mais c'est de se dire, si on se base sur la confiance en soi, aujourd'hui, en fait, on va juste admettre que nos produits, ils n'ont pas à faire l'objet d'un marketing de genre. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez avec une énergie très féminine, très masculine, indifférenciée, ou peu importe également votre orientation sexuelle, en fait, nos produits seront ouverts à toute personne qui souhaite les utiliser. Puisque nous, l'objectif, c'est de vous aider à prendre un élan dans votre journée ou quand vous avez envie de porter du maquillage parce que ça vous fait du bien. Et surtout, motiver les gens à le faire pour eux avant de les faire pour se conformer à des standards esthétiques qui ont été préétablis par la société. Donc nous, l'inclusion, elle se fait vraiment plutôt du côté dégenré, pour le coup, et d'essayer d'ouvrir ça à toute une part de la population qui se sentait illégitime d'utiliser du maquillage. D'accord. Non, c'est parce que c'est vrai que quand on avait préparé, on avait beaucoup parlé d'inclusivité. Et là, quand j'ai vu, on parle plus d'universalité. On reviendra sur tout ce qui est langage et mots tout à l'heure, je pense, notamment avec Vinciane. Mais c'est vrai que ça m'avait interpellée. Juste avant, parce que je pense que Stéphanie va poser la prochaine question, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a oublié de le dire au départ. On est sur une table ronde, on a des super invités, donc vous les avez pour vous. N'hésitez pas au fur et à mesure de ce club à mettre vos questions dans le chat et on se fera un plaisir de les relayer avec Stéphanie. Non, je pense que la balle est dans ton camp, Delphine. La bague est dans... Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, avant de passer, non, mais tu as raison. Avant de passer à la partie 2 sur laquelle on va revenir notamment sur une notion qui a déjà été largement abordée, mais sur laquelle on va rentrer un petit peu plus en détail des stéréotypes. Je voulais donner la parole à Eva parce que c'est vrai que quand on a discuté un petit peu des cas et notamment des exemples qui pourraient venir illustrer cette table ronde, Eva m'a présenté un cas que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur la littérature enfantine qui est en train d'apparaître à l'écran, qui allait un petit peu à l'envers de toutes les tendances dont on a parlé depuis le début. Donc Eva, je te laisse la parole peut-être pour développer un petit peu plus ce qu'est devenu la Bibliothèque Rose au fil des années versus ce qu'elle avait été au départ à sa création. Ok, oui, bon, alors très rapidement, je pense quand même qu'il y a des progrès qui se font dans la littérature jeunesse. Je ne voudrais pas généraliser mes propos à l'ensemble du marché. Néanmoins, c'est intéressant, en fait, quand on regarde cette collection Bibliothèque Rose, je ne sais pas, peut-être comme moi, vous avez grandi à une époque où la Bibliothèque Rose s'adressait aux premiers lecteurs et puis la Bibliothèque Verte aux lecteurs plus aguerris. En fait, aujourd'hui, la Bibliothèque Rose s'adresse aux filles et la Bibliothèque Verte s'adresse aux garçons. Donc, dans la Bibliothèque Rose, on trouve des histoires essentiellement en fait, de licornes et de princesses. Et dans la Bibliothèque Verte, on trouve des histoires de super-héros, d'aventuriers prêts à se battre contre des dragons pour sauver le monde. Donc voilà, donc déjà il y a une évolution qui me semble intéressante, mais du coup ça me permet de rebondir sur ce que disait Catherine tout à l'heure, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Catherine, vous avez évoqué le recours aux licences en disant que chez Oxybul, vous n'utilisiez pas de licence, et en fait, quand on regarde, que ce soit sur ce marché ou d'autres, le recours aux licences est quand même très souvent un élément qui va polariser, en fait, qui va aggraver les stéréotypes de genre, puisque ces personnages de licence, d'abord, ils sont conçus pour le marché global. Donc, il faut qu'il y ait une représentation un peu unifiée, globale, mondiale, aussi bien asiatique qu'américaine, de la féminité et la masculinité.
Et en plus, voilà, ce sont des personnages qu'on sait très genrés. Il se trouve que Hachette, sur sa bibliothèque rose et verte, a fait le choix de recourir aux licences. Et donc, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai mis des visuels des cabanes magiques, qui est une autre collection qui s'adresse à des enfants du même âge et qui n'utilisent pas de licence. Et là, en fait, on voit un peu comme ce que vous avez dit tout à l'heure, toute la palette des centres d'intérêt et des thèmes que l'on peut mobiliser. Je n'ai mis que quelques exemples. On a la jungle, l'histoire, l'Antiquité. Enfin, voilà. Et en fait, du coup, le champ des possibles, si on oublie, on s'affranchit de la question du genre et des stéréotypes qui, du coup, enferment, eh bien, on peut offrir aux enfants, en fait, une palette de thématiques qui les ouvre au monde de manière extraordinaire. Et puis, un tout dernier point, si Delphine, tu me laisses juste terminer sur, voilà. Vas-y. Il y a un élément, notamment quand j'écoute Oxybul, il y a quand même un élément fort, on n'est pas obligé de le développer, mais sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité avec la catégorie sociale, en fait, hein, parce que je pense que les clients d'Oxybul ne sont pas forcément les mêmes que les clients que d'autres enseignes de jouets, et que, voilà, alors on pourrait en discuter dans les débats, mais je pense que, voilà, on a aussi, notamment sur le marché des vêtements, on voit que plus les vêtements s'adressent à des classes populaires et plus on retrouve ces licences et plus on retrouve ces stéréotypes de genre qui enferment. Voilà, je m'arrête là. Non, mais super, tu as bien fait de développer. Je vais maintenant appeler sur la scène Vinciane, qui s'est juste présentée, mais qui n'a pas encore pris la parole, parce que justement, on va rentrer dans la partie, on va dire, plus sur la segmentation et les stéréotypes. Vinciane, vous, le tagline de votre agence est dégommer de mémoire les stéréotypes du genre. Voilà, j'aimerais que vous puissiez d'abord un petit peu plus développer que ce que vous avez fait dans la présentation, la genèse de votre projet unique en son genre, et nous expliquer un petit peu plus votre positionnement aujourd'hui par rapport aux stéréotypes, justement. Oui, bien sûr. La jeunesse de l'agence unique en son genre, je le disais rapidement tout à l'heure. Moi, je suis une formation initiale en communication marketing. J'ai fait 25 ans communication marketing à des tas de postes différents. Et puis un jour, j'ai choisi d'être entrepreneuse et je me suis retrouvée dans des incubateurs accompagnés pour la création d'entreprise. Stéphanie, voilà, je suis en totale empathie avec cette énergie-là. En tout cas, je comprends bien l'envie. Et puis, peut-être aussi parce que, et ça, même si ce n'est pas le sujet du jour et que je l'ai compris plus tard, je faisais face à des obstacles sur mon chemin qui étaient du fait d'être une femme dans dans mon parcours professionnel. Il y avait saturation, il y avait plafond de verre, plancher collant, parois de verre, enfin voilà. Donc j'ai fait exploser une paroi de verre et j'ai souhaité quitter l'univers du marketing. Et en fait, j'ai continué à faire du marketing pour la marque que j'avais créée. J'ai porté ce projet pendant 2-3 ans. J'ai appris énormément de choses du côté de l'entrepreneuriat, et surtout ce que j'ai constaté, c'est que les équipes marketing des boîtes qui se créaient autour de moi, qui étaient en mode start-up, parlaient encore de la ménagère de moins de 50 ans, parlaient encore de stéréotypes en fait dans leur marketing, et je me suis rendu compte à ce moment-là que pour moi, depuis toujours, j'avais intégré ça de manière native, et que dans toute ma carrière, j'avais filtré et que les stéréotypes n'avaient pas leur place en fait dans ma stratégie marketing, dans mes productions de contenu, dans mes productions d'images. Et que malheureusement, les équipes qui étaient très jeunes autour de moi, 20-25 ans, avaient, elles, été formées dans des écoles qui formaient encore avec un marketing que j'appellerais à la papa, et où tout était très stéréotypé et avec des segmentations très genrées. Et j'ai souhaité, en fait, après cette première expérience d'entrepreneuriat, j'ai souhaité revenir à ce premier amour qui est la communication et le marketing. On ne les quitte pas comme ça, et le faire croiser avec cette compétence que j'avais développée tout au long de mon expérience professionnelle et que j'ai confortée avec une formation, puisque je suis retournée sur les bancs de l'université pour me former sur les questions de genre, pour comprendre quels étaient les concepts et pouvoir faire le lien entre l'expérience professionnelle que j'avais pu avoir et tous ces concepts sociologiques, psychosociologiques, historiques, qui sont le fruit
fruit de 50 ans de travail, hein, car ces tendances aujourd'hui qu'on voit émerger dans notre société, elles ne sont pas toutes neuves et ça fait longtemps qu'elles existent. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a un changement de, 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 de situation dans le croisement justement entre ces questions de genre, d'égalité entre les femmes et les hommes, entre tous les individus et les postures des marques sur le plan marketing. Donc, bon, on voit bien que ça évolue sur ce plan-là. En 2016, au moment où je m'interrogeais sur ce que j'allais faire, s'est exprimé le CMO de Unilever au Cannes Lions et qui disait clairement, en fait, il y avait des grosses tendances marketing qui changeaient. Donc, on était déjà en 2016, hein, ça date quand même. Et que ces tendances faisaient se croiser les besoins de transparence. Et là, je rejoins Anne pour les choix d'alignement en fait entre la posture de la marque et je rejoins même les postures d'Oxybul sur le besoin d'alignement entre les valeurs et les actions de la marque, la tendance de la clientèle étant une grande attente de congruence entre valeurs affichées et actions réellement menées. Aujourd'hui, la clientèle est en capacité d'aller chercher des informations, peut-être pas de tracer l'intégralité de la vie d'un produit, mais en tout cas est en capacité d'aller chercher des infos. On l'a vu notamment dans la sphère du textile, où la clientèle pouvait dire bah, moi je boycotte parce que c'est produit dans telles conditions et moi je ne suis pas d'accord et je ne veux pas de ces produits, je ne veux pas cautionner ça. Donc voilà, tout ça, c'est une grosse tendance. Et dans cette démarche-là de congruence, il y a aussi la question du genre, ou en tout cas des représentations qui peuvent être faites par les marques. Et je vous dis aussi bien au niveau de l'image que des mots, que des vidéos, que du langage même utilisé dans le service clientèle, par exemple. Et tout ça, ça peut se travailler. Mais ça se fait pas tout seul parce qu'il y a eu formatage. Toutes les personnes dans notre société, nous avons été formatées. Formatées, c'est pas péjoratif dans mon sens. C'est on a été construit et construite par notre socialisation qui est genrée, mais pas seulement. Qu'il y a plein d'autres phénomènes qui se passent et dans notre langage, dans notre façon d'appréhender les choses, dans les images qu'on peut avoir. On va avoir des raccourcis et des stéréotypes et des clichés qui vont après, au sein du processus de création d'un message dans une équipe marketing, vont mobiliser les croyances, les représentations très personnelles de chaque individu qui participe à ce processus et les croyances et les représentations et la culture qui est portée par cette organisation. Et tout ça, c'est des niveaux différents, c'est un millefeuille dans lequel vont se jouer tous ces stéréotypes, venir, être effacés, revenir, être effacés. Et il faut savoir coordonner en fait la stratégie de la marque par rapport à ça. Et je comprends tout à fait l'objectif d'Oxybul qui est de ne pas utiliser le terme de genre parce que ce n'est pas la question, parce que la clientèle, elle vient chercher des jouets, elle ne vient pas forcément se positionner par rapport à ça. Et l'objectif, c'est la mixité, l'objectif, c'est l'égalité entre tous les individus et le genre. Il est important de rappeler que Eva et Florence citaient tout à l'heure Judith Butler. Oui, le genre, c'est simplement une catégorie d'analyse utile, qui est utile pour comprendre ce qui se joue. Mais en fait, c'est une catégorie d'analyse, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est la mixité, la diversité, l'inclusion quand c'est nécessaire. Quand il y a exclusion, on peut effectivement inclure, mais on reparlera d'inclusion peut-être après. C'était ma question, justement. C'était justement la question parce que on en a parlé quand on a préparé. Pourquoi, justement, vous n'aimez pas parler d'inclusion? Et on va arriver sur le cœur de votre métier après par rapport à la petite BD que projettera Corentin. Donc, l'inclusion d'abord. Pourquoi c'est pas forcément un mot qui vous plaît? C'est un mot qui est très, très souvent utilisé et comme le terme égalité en France, il est utilisé pour le sens qu'on pourrait donner en fait de équité. Or, l'égalité, c'est l'égalité de droit.
En fait, ce que réclament les mouvements féministes depuis plus de 100 ans, c'est une égalité de droits entre tous les individus. Donc ça, c'est l'égalité. Maintenant, ce qui me semble pertinent, et pas seulement à moi, mais ce qui me semble pertinent, c'est de travailler sur l'équité et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir le même accès aux choses. Et forcément, du fait d'une construction différente des individus, on démarre pas forcément avec les mêmes cartes au départ. Donc, l'égalité de droit, c'est de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir accès à tous les jouets. L'équité, c'est de faire en sorte de pousser peut-être un peu les filles sur des représentations de métiers plutôt genrés au masculin pour faire en sorte de rééquilibrer. Et en fait, en France, on a tendance à confondre égalité et équité. Bon, l'égalité est le terme générique le plus utilisé. Restons là-dessus, mais gardons en tête que en fait, c'est l'action, elle va être de manière équitable pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir effectivement accès. Et l'inclusion, c'est une réflexion qui est un peu du même type. C'est pour ça que je parlais d'égalité. Le terme inclusion, c'est un terme qui est très souvent utilisé, notamment parce qu'il est mobilisé dans le cadre des services RH qui vont avoir besoin d'augmenter la diversité et donc, pour ce faire, d'inclure des personnes différentes de celles qu'elles ont déjà dans leur cercle. Dans les entreprises, il y a du personnel, on ne va pas virer tout le monde et rebattre les cartes. Non, il y a du personnel, on a des gens, on se rend compte que ces personnes, elles sont toutes sur le même modèle, elles sortent du même cursus d'apprentissage, de formation, elles sont blanches, elles sont de tel âge, elles ont voilà, de telle classe sociale et elles n'ont pas de handicap, elles n'ont pas de questions de genre, voilà, elles sont comme ça. Et l'entreprise, parce qu'elle a un objectif d'égalité où elle va avoir une action équitable pour faire en sorte de faire entrer dans ce cercle fermé d'autres personnes qui vont être plus diverses et représenter la diversité des individus. Ça, c'est le terme inclusion, il part de cette posture des entreprises qui ont une réalité et qui ont un besoin. Maintenant, aujourd'hui, on ne veut pas inclure des filles dans les jouets des garçons, on ne veut pas inclure les hommes dans le maquillage ou dans la sphère du maquillage, on veut pouvoir proposer des solutions, des produits qui vont être proposés à tout le monde. Et donc là, en fait, en réalité, la démarche, elle est d'ouvrir son offre marketing, elle est d'ouvrir sa posture de façon à proposer son produit à la cible sans forcément avoir pris en compte uniquement le critère du genre. Bien sûr qu'on peut en tenir compte, mais est-ce que c'est vraiment le critère le plus pertinent? Est-ce que c'est vraiment la première chose à se poser comme question? Et on l'entend dans le discours de Catherine et de Anne, que les questions qu'elles se sont posées ou que les équipes se sont posées sont des questions fondamentales sur quel est l'usage du produit, quel est l'objectif de ce produit, à qui il s'adresse. Et à partir du moment où on fait ça, la question du genre, elle viendra peut-être après. Peut-être que effectivement, les produits de rasage vont avoir des usages différents si on se rase les jambes ou si on se rase la barbe. Et là, il y a des distinctions qui peuvent être générées par le sexe biologique des personnes. Quoique, on puisse s'interroger sur l'usage des serviettes hygiéniques et peut-être qu'il y a des hommes qui sont nés hommes physiologiquement, qui se positionnent femmes sur le plan du genre et qui vont aussi être concernés par l'usage des serviettes hygiéniques. J'étais en contact avec une marque qui travaille sur la question de l'endométriose. Il y a des hommes transgenres, en fait des femmes qui sont physiologiquement des hommes, inversement, pardon, des hommes qui sont physiologiquement des femmes qui vont être parfois concernés par l'endométriose. A priori, on pourrait penser que ça ne concerne que les femmes. Eh bien oui, ça concerne que les corps de femmes physiologiques, mais ça ne concerne pas forcément que les femmes positionnées comme femmes dans la société. Et ça amène à se réinterroger sur quel est mon produit, quelle est sa fonction, quelle est sa mission, qu'est-ce que je veux vraiment proposer, comment j'ouvre à l'intégralité des personnes et comment j'ouvre ma perspective de mon marché à l'intégralité des personnes. Si je m'adresse à des parents pour proposer des objets qui vont être utilisés par les enfants au-delà des jeux, ça peut être des cahiers pour l'école, ça peut être des vêtements, ça peut être des tas de choses, des solutions de protection des enfants sur les outils internet, sur les tablettes, sur les téléphones. Est-ce qu'on s'adresse qu'aux mamans? Et si on le fait,
il est nécessaire de prendre conscience qu'il y a toute une partie du marché qui peut être aussi concernée et qu'on ne va pas adresser du tout. Donc, genrer avec l'a priori que les enfants sont gérés par les mères, donc on va s'adresser aux mamans, c'est se priver soi-même d'une partie de son marché. Donc, au-delà de la raison éthique qui fait qu'on va vouloir adresser l'intégralité des personnes de manière équitable, il y a aussi sur le plan business un frein qui fait que en fait on va s'auto-censurer, auto-censurer sa propre adresse au marché qu'on peut faire de manière plus intelligente et dégenrée. Donc voilà pourquoi je parle d'ouverture et pas d'inclusion, en tout cas en termes de marketing. Ok, alors justement, comme tu as parlé d'ouverture, je vais demander à Corentin qu'il mette la petite BD que vous nous aviez envoyée. Et on a beaucoup parlé aussi de langage par rapport à ce qu'on vient de se dire entre inclusion, ouverture, etc. Pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le langage ouvert versus, par exemple, l'écriture inclusive d'abord et ensuite on passera plus sur le langage visuel. On a une BD qui un peu montre les deux, mais et notamment je reviendrai vers Catherine et avec Stéphanie et Anne sur tout ce qui est justement les mots et le visuel en termes de communication. Alors, l'illustration que je vous ai construite pour cette table ronde, elle fait écho à ce que présentaient Eva et Florence tout à l'heure sur le marché du textile pour les enfants. Donc voilà, je suis désolée de ce doublon, je ne connaissais pas les propos qui seraient tenus. Donc oui, là, je fais un raccourci, mais avec humour sur la prise de conscience que peuvent avoir les équipes marketing sur le fait de genrer des produits, de surgenrer des produits, parce qu'en fait, les produits ne sont pas genrés, ils vont être surstéréotypés avec des a priori et qu'on peut se poser la question. Donc, au-delà de cette illustration, ce que j'ai constaté en fait, et progressivement en travaillant sur la question des stéréotypes de genre dans le marketing et dans la communication, progressivement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser essentiellement aux pubs, qui vont s'intéresser à la représentation des images, et on parle peu du langage en fait qu'on peut utiliser dans ce cadre de la communication du marketing. Et par exemple, je vais pouvoir avoir une marque qui va faire attention à ne pas faire d'images genrées, mais qui va parler entièrement au masculin, ce qui est normal, c'est la norme. C'est la norme avec laquelle nous avons été construits et construites pour parler au masculin. Mais on peut s'interroger de la même manière qu'on s'interroge sur la pertinence des stéréotypes de genre dans les images, on peut s'interroger sur ce stéréotype de genre dans le langage qui fait qu'on parle, on parle tout le temps au masculin. Et revenir à ça, ça m'a amené avec cette réflexion sur cette posture d'inclusion à me rendre compte ou à prendre conscience ou en tout cas à construire ce concept de langage ouvert. Pourquoi aussi? Parce que l'écriture inclusive dont on entend beaucoup parler est très raccourcie ou réduite à simple expression qui serait le point médian qui est tant décrié et que ce qu'on appelle l'écriture inclusive reçoit beaucoup d'objections, fait beaucoup de buzz médiatique. Et là, je rejoins mon illustration sur le bad buzz. Est-ce que c'est vraiment bien d'avoir un bad buzz? Donc voilà, il y a des entreprises qui vont utiliser beaucoup le langage écrit sur l'espace numérique parce que là, on a peu d'images et très peu reconnues par les robots. Par contre, dans l'espace numérique, tout est texte et tout le texte est au masculin. Et j'ai perdu le fil de mon idée. Je suis passée du langage ouvert. Voilà, donc du coup, il était important pour que ces marques puissent vraiment exister et être référencées, que la question du langage soit prise en compte dans la stratégie marketing et donc de pouvoir travailler autrement. Il se trouve que l'écriture inclusive, avec ce point médian, a des limites sur l'espace numérique. Donc tout ça, c'est croisé.
Et j'ai conçu le concept de langage ouvert qui, en fait, va au-delà de ce qu'est l'écriture inclusive dans sa plus simple expression et qui inclut tous les outils de l'écriture inclusive telle qu'elle existe en réalité, hein. C'est des outils qui ont été développés ces 40 dernières années, donc ils existent, la double flexion, le point médian, il y a beaucoup de solutions, de typographie, etc. Qu'on peut intégrer, mais aussi, en fait, pour moi, le langage ouvert, c'est surtout une posture qui est exactement la même qu'on peut avoir en marketing d'image, de construction de produits. C'est une posture de présenter un langage qui va s'adresser à tout le monde, qui va être simple, qui va être lisible, qui va être audible, qui va féminiser les noms de métiers de manière à ce que ça s'entende à l'oral, qui va faire en sorte que ces mots soient lisibles et reconnus par les moteurs de recherche sur Internet, et faire en sorte que tout ça soit cohérent, toujours dans l'histoire dans la perspective de congruence de marque, du plus petit texte au langage qui va être tenu en service clientèle au téléphone, à l'image de publicité qui va être proposée, à la façon de communiquer avec la clientèle en CM sur les réseaux sociaux, tout ça avec un langage qui soit plus qu'inclusif, parce que quand même inclusif sur le langage, ça voudrait dire que on a un cercle qui parle au masculin et on voudrait faire rentrer le féminin dedans, comme si ce cercle tout au masculin était la norme, l'étalon de base, et qu'on voulait aller avec générosité bien vouloir faire entrer quelques mots féminins. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de réouvrir son langage pour s'adresser à tout le monde. On Merci. reviendra sur vous, Vinciane, après, notamment quand on passera sur la dernière partie. On voulait justement passer sur la communication visuelle Oui. aussi. Stéphanie, je te laisse la parole. Oui, justement, j'allais dire merci beaucoup parce qu'effectivement, on a peut-être des images fortes en tête, mais l'éclairage et la prise de recul sur le langage est aussi clé. Mais on va se faire plaisir, on va faire quand même un petit éclairage aussi sur le visuel, parce que même s'il est parfois plus visible, il est quand même très, très ancré. Donc justement, Florence, dans votre ouvrage, il y a beaucoup d'exemples décryptés en publicité, qui englobe aussi beaucoup de visuels. Est-ce que justement, vous pourriez partager les principaux constats que vous avez faits autour de ces publicités, de ces visuels? Alors, pour le coup, dans la recherche en marketing, les stéréotypes de genre dans la publicité, ça fait un petit moment qu'ils sont examinés. Donc, il y a vraiment quasiment on va dire des grilles pour aller repérer les grands stéréotypes, ce qui est associé a priori dans les grandes échelles de personnalité au féminin et au masculin. Et donc, depuis les années 80, il y a des recherches en gros dans le domaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même, effectivement, comme le disait Eva, ça a beaucoup évolué. Et alors, typiquement, nos étudiants, c'était intéressant parce que là, ils l'ont fait vraiment très récemment. Donc, ils ont mené leur terrain il y a 2 ans. Et ils ont montré, en fait, ils ont pris un corpus de 100 publicités qui représentaient évidemment des hommes et des femmes dans le magazine GQ. Et puis, l'équivalent 100 publicités tirées au hasard dans le magazine Marie-Claire. Alors, voilà, ils ont regardé, c'était les plus grosses audiences des deux côtés, les deux plus gros lectorats des deux côtés, etc. Et puis, on se rend compte qu'évidemment, le GQ est plutôt lu par des hommes, c'est 70%, et puis Marie-Claire par des femmes. Ce qui veut d'ailleurs dire que la segmentation, elle est encore très vraie sur la presse, d'ailleurs, au passage. Ils ont examiné les publicités dedans, mais voilà, il y a quand même encore vraiment une offre presse qui est assez… Alors, elle n'est pas unique, donc il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui sont ni féminines ni masculines. Mais malgré tout, ça reste une clé d'entrée. Et à l'intérieur, ils ont montré que… alors, il y a quand même quelque part des évolutions et des choses qui sont plus surprenantes, on va dire. Mais dans les petites choses rigolotes, par exemple, les femmes, elles sont montrées souriantes 3 fois plus que les hommes. Donc, une femme, elle est censée sourire, ou en tout cas, on l'attend sur ce registre-là. Et également, évidemment, il y a beaucoup d'évolutions du côté de ce qu'on peut appeler l'empowerment des femmes, avec montrer des femmes un peu actives, une femme pressée, une femme en extérieur, donc voir une femme un peu dominante dans une posture professionnelle et une posture d'autorité, si on veut. Mais elle est souvent quand même représentée, son physique est important en fait. On continue à montrer, évidemment, on a moins de publicités qui vont jouer sur un peu ce qu'on appelait un peu le porno chic, ou des choses limite un peu dégradantes, mais malgré tout, le corps de la femme, ça reste important, donc elle est évidemment plus dénudée, la bouche aussi est montrée, le décolleté, etc. C'est évidemment la focale est évidemment beaucoup. Enfin, on s'en doute, je dis évidemment, mais quelque part, on le repère aussi. Alors, pour ce qui est des hommes, les représentations, elles bougent un peu. Alors, ce qui est sûr, c'est que les hommes, on ne les voit jamais dans les
qu'ils ont montré, c'est qu'on ne les voit pas dans les sphères domestiques. Hein, donc, on ne les voit pas encore tellement avec les enfants, voilà, ou en intérieur, ou manifestant vraiment des émotions. Il reste, alors c'était surtout vrai d'ailleurs quand même dans le GQ, hein, il reste l'image du mâle alpha un peu, avec qui joue sur sa force physique, le sex appeal, la séduction, etc. Et quand il y a une évolution, finalement, pour le coup, c'est un peu paradoxal parce que c'est presque un pont direct vers, pour le coup, il est presque à ce moment-là le mâle androgyne, hein, donc on perd complètement le mâle viril, puissant, dominant. Et on a l'impression qu'on ne trouve pas tellement cet entre-deux. Hein. Soit finalement, une marque, elle va aller vraiment directement vers ce schéma très évolué, mais on se dit qu'il y a peut-être quand même un peu une espèce d'entre-deux. Finalement, dans les deux cas, on est dans une sorte de stéréotype, qu'on soit dans le mâle androgyne ou dans le mâle alpha dominant un peu traditionnel. Bon, il manque aussi toute une palette, donc on est encore un petit peu dans le stéréotype, même si ça a évolué. Voilà un peu Alors, ce qu'on peut dire aussi, hein, c'était plus une étude du CSA qui a été menée, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en partie sur Internet en 2016-2017. Clairement, il y a encore des biais de genre suivant les secteurs, enfin pas des biais, mais évidemment, on va avoir plus de représentation d'hommes dans certaines catégories, hein, donc automobile, jeux d'argent, etc. Et puis les femmes, évidemment, plus dans les secteurs parfumerie, habillement, l'entretien du corps, etc. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est aussi une réalité sans doute, hein, de la clientèle. C'est un peu ce que vous Anne, tant qu'il n'y a pas, c'est un peu la poule et l'œuf d'ailleurs, tant qu'il n'y a pas d'offre produit, il n'y a pas d'hommes qui se maquillent, donc fatalement, les personnes qu'on représente, ce sont des femmes. Voilà. Bon, automobile, ça peut paraître surprenant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont aussi décideuses, on va dire, directement de l'achat de voiture, au moins, enfin, soit au moins conjointement homme-femme, soit même évidemment une femme, qu'elle soit seule ou pas seule, elle peut être amenée à choisir de manière seule, solitaire, la voiture. Voilà un peu en synthèse ce qu'on a pu montrer. Merci Florence. Vas-y, si tu veux. Super intéressant. Et du coup, Anne aussi, on en a parlé un petit peu en préparant. Je sais que justement, comme vous êtes dans le lancement de votre projet, vous avez eu beaucoup de réflexions aussi bien sur le langage que sur les visuels. On les a vus tout à l'heure, vous les avez montrés, vos visuels. Le graphisme du pack, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement avant qu'on passe sur la dernière partie sur laquelle aussi j'aurais une question pour vous? Alors, tout d'abord, je pense que nous, on est en évolution perpétuelle, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est appelé à évoluer au fur et à mesure qu'on a des retours et qu'on voit la réponse qu'on a aussi des différentes personnes, parce qu'on est encore minuscule à l'échelle de l'industrie cosmétique. Et c'est effectivement, ça a été beaucoup de questionnements au démarrage, de savoir est-ce qu'il faut qu'on soit dans une approche, on va dire, neutre en permanence. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir des postes qui vont être plus dédiés, par exemple, aux femmes, parfois d'autres plus spécifiquement aux hommes, parfois d'autres plus spécifiquement, par exemple, à une personne trans. Et en fait, on s'est beaucoup interrogé et aujourd'hui, on essaye plutôt d'avoir un discours générique. Après, on fait parfois des apartés, on va dire, d'engagement pour parler, par exemple, de masculinité toxique ou de sujets clés. Et pareil, dans ce qui est au niveau de la rédaction, l'écriture inclusive, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place d'une manière hyper rigoureuse et le maximum de fois possible, parce que de toute façon, nous, on se le doit, mais c'est difficile aussi d'éduquer, je dirais, les personnes qui sont dans l'entreprise et de devoir les reprendre et de leur expliquer pourquoi il faut changer le mot et l'écrire comme ça, etc. C'est aussi une partie où on s'éduque, nous, au fur et à mesure qu'on le fait. Et dans les vidéos visuelles, etc., nous, on essaye d'avoir la plus grande diversité possible, notamment en invitant donc les membres de la communauté à se faire photographier, parce que du coup, on ne contrôle pas qui vient. Et ça, c'est top. Après, aujourd'hui, je pense qu'au niveau des représentations, on pourra toujours aller plus loin et ça se construira au fur et à mesure du nombre de personnes qu'on aura réussi à rendre visibles au travers de notre communication. Mais du coup, c'est un peu une évolution perpétuelle. Et le choix des mannequins, par exemple, qui ont fait notre vidéo de crowdfunding, on a eu une femme et un homme, et on ne les a pas choisis de manière anodine. On a fait exprès de choisir une femme qui avait le crâne rasé,
pour déconstruire le stéréotype de tu ne peux pas être une femme si tu n'as pas des longs cheveux soyeux. Je caricature un peu, je force le trait bien évidemment, mais voilà. Et de la même manière, alors l'homme qu'on a eu est pas forcément, il fait androgyne sur les photos, mais dans la vidéo, je pense qu'il fait pas nécessairement androgyne. Et voilà, c'était essayer de montrer vraiment un homme jeune, actif, qui peut très bien avoir envie de se faire le teint. Juste pour dire, on a vu les questions, hein. On va les traiter, les questions qui sont à droite. Mais Anne, tu vas faire la transition avec la partie d'après. Justement, par rapport au fait que vous êtes en évolution permanente, on se posait la question avec Stéphanie de la sensibilisation des équipes. Alors forcément, votre projet à vous, l'ADN du projet, c'est un projet non genré. Mais justement, si aujourd'hui vous devez recruter, comment ça se passe au niveau, on va dire, de la compétence sur le non-genré et de l'ouverture à la mixité? Alors honnêtement, moi je pense que même moi j'apprends en permanence sur le genre. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est très vaste, et donc je n'ai pas pour requête quand je recrute des gens qui soient experts du domaine. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient curieux, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'ils changent leurs habitudes rédactionnelles, comme je le disais, qui changent un peu leur mindset. Et souvent, dans la cosmétique, j'ai beaucoup de filles qui postulent. Et je pense qu'il y a aussi une déconstruction dont elles ne se rendent pas forcément compte quand on les recrute, de savoir, là, il faut s'adresser, certes, à quelqu'un comme toi, mais aussi à quelqu'un qui n'a jamais utilisé les produits, qui aurait potentiellement envie d'avoir la possibilité de les utiliser. Et tout ça, c'est une construction, mais c'est plutôt quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure et en étant curieux. Et la curiosité, c'est l'élément numéro 1 en vrai, parce que des gens qui sont experts du genre en sortant, je sais pas, d'études, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais je dirais par rapport plus à la sensibilisation, on va en parler, il y a une question là-dessus, on l'a dit en introduction, les jeunes générations. Alors vous êtes une marque, en plus on ne l'a pas précisé, mais qui est née sur, c'est une DNVB, enfin on avait fait un club sur les DNVB il y a à peu près 1 an et demi, c'est rigolo, on avait aussi une marque de maquillage d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, qui est la marque de Alexis Robillard, Tigers, c'est lui qui était venu témoigner. Et du coup, au niveau de la communauté, forcément, il y a une appétence et une sensibilisation à cette ouverture dont on a parlé. Et demain, les futurs recrues, est-ce qu'ils viendront de ce vivier-là, ou est-ce que, voilà, c'était un peu la question plutôt. Il y a vraiment des gens qui, et ça on le sent vraiment, qu'il y a une vague de fond, de gens qui sont sensibles à ça, notamment parce qu'en fait aujourd'hui, une jeune fille et un jeune homme, ça s'habille à peu près pareil, ça met un jean et des baskets. En fait, aujourd'hui, ce côté extrêmement binaire, il n'existe plus vraiment dans la réalité des jeunes actifs, je dirais. C'est plus des notions qui sont très, très dessinées, ça tend à s'estomper au fur et à mesure. Donc, forcément, ils sont hyper réceptifs. Après, il y a une réticence dans la mise en œuvre. Je pense notamment à l'écriture inclusive, parce que même des gens qui ont une appétence pour le projet vont vous écrire sur Instagram pour vous dire c'est pas facile à lire l'écriture inclusive, c'est pas très pratique, etc. Et ils rechignent. Dire que sur le concept même, dans les valeurs, ils sont prêts à s'y rattacher. Donc, c'est marrant parce que on est dans cette phase où maintenant, il va falloir fournir un peu d'effort pour déconstruire des habitudes. Et c'est ça le plus difficile. Mais en tout cas, je pense que dans les jeunes générations, les normes de genre qui ont été préétablies s'estompent totalement. Ouais. Alors, si on reste toujours en fait dans le côté, pratique, hein, et notamment si voilà, comment ça se passe en fait chez Oxybul quand on est sur un développement de produit ou un développement de communication, voilà, est-ce que c'est facile à gérer avec les équipes? Est-ce que vous avez des retours d'expérience, peut-être des conseils à donner? Oui, je crois qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile chez nous. Et en vous écoutant tous et toutes, je me dis que c'est probablement parce que pour un enfant, tout ça est naturel
Et donc, se mettre dans la peau d'un enfant est plus facile qu'avoir déjà ce bagage où on a dit le rose c'est pour une fille, et on n'est pas chercheur, et donc tous ces sujets-là. Donc, on n'a pas vraiment ce problème. C'est beaucoup plus de dire comment on accompagne nos clients pour les emmener et enlever le sujet. Je voyais quelques questions, effectivement, de dire est-ce que les parents pilotes, c'est compliqué? C'est absolument pas compliqué, mais c'est ce que disait Anne. La génération d'aujourd'hui, ils sont en basket et en jean, donc ils ne se posent pas la question. Après, les seniors, c'est un peu plus compliqué parce que justement, ils ont été éduqués, un garçon est un garçon, une fille, une fille. Même si, et je reviens toujours sur ce sujet, quand je voyais tout à l'heure la littérature pour les enfants, il faut se remémoriser, pour celles qui ont l'âge qui va bien, que en fait, le jouet n'était pas dans ce monde de genré jusqu'à l'arrivée des licences. Et les licences sont arrivées dans les années 80. Et c'est surtout, enfin, tout ce qu'on peut s'imaginer et rappeler des Disney où c'est passé aux héroïnes et aux héros, mais aussi aux Star Wars et tous ces sujets-là qui sont arrivés, qui ont commencé à justement à surfer sur une vague et un business qui a commencé à voir que doubler les personnages faisait qu'on doublait le marché et que ce n'était pas exactement l'opposé ce que fait Oxybul. Nous, on travaille sur des produits qui sont transmissibles et que donc tout le monde peut jouer avec, et donc on ne va pas dire il faut des jouets pour les garçons et les filles, on va doubler le business. Donc en fait, ça a été beaucoup relié à ça et qui inculque beaucoup ça. Donc je voulais dire ça, et puis je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit Eva, que dire peut-être que la clientèle d'Oxybul n'est pas la même que justement celle qui pourrait être facilement imprégnée par toutes les princesses ou quoi que ce soit. C'est un vrai sujet. On a cette image d'être moins accessible, tandis que voilà, le premier prix chez Oxybul est largement en dessous de celui d'Amazon ou Cdiscount. Mais donc, aujourd'hui, quand même, on sent, et encore plus avec le confinement, cette demande de chaque parent, quand on se dit chaque parent a peur que son enfant ne va pas avoir une plus belle vie que la sienne. C'est sa première occupation. Donc, pouvoir emmener son enfant dans une bibliothèque, c'est même un stress pour les parents. Donc, pouvoir les accompagner là-dessus est très important. Et au fur et à mesure, voilà, il faut effectivement avoir un langage, pour le coup, hyper accessible et pas en faire tout un sujet. Donc, il faut aussi faire très attention à l'envers, de dire une petite fille peut être dans une robe de princesse et on ne va pas commencer à dire, enfin, vous ne pouvez pas mettre une petite fille en robe de princesse parce que vous êtes genré pour le coup. Ce n'est plus le sujet. Un garçon peut aussi s'habiller en princesse et on en vend. Et donc, ce n'est pas un sujet. Mais à un moment donné, il faut aussi faire très attention de justement pas remettre les enfants dans des stéréotypes et dire ah bah non, vous ne pouvez pas utiliser une photo. On a eu des remarques comme ça. Ça me fait rire parce que la remarque de dire vous êtes que des filles en présentation, si effectivement à chaque fois on commence à se dire non mais en fait vous n'êtes pas neutre, et nous on se bat beaucoup pour ça, de dire quand on devient, c'est pour ça qu'on a un sujet avec le non-genré, de dire vous n'êtes plus personne en fait, parce que vous êtes que dans la moyenne en permanence. Et c'est exactement l'opposé de ce qu'on cherche, c'est que chacun soit unique et différent des autres. Et donc on a parfois cette tendance à dire donc on ramène tout le monde vers la moyenne, et du coup, on n'a plus cette personnalité qu'on cherche à exprimer. Voilà. J'ai un peu dévié sur votre question, mais je trouvais que c'était important de rebondir sur ce sujet-là. On va bientôt prendre aussi toutes les questions. On voulait peut-être finir sur 2 éléments qui nous paraissaient aussi intéressants et que Delphine a pu creuser dans la préparation. C'est notamment pour accompagner on va dire les générations de marketing qui ne sont pas toutes des enfants encore. donc comment on peut accompagner en fait les personnes du marketing, ou même de manière plus générale, sur notamment la notion du langage. Donc peut-être, Vincent, vous pouvez revenir sur l'aide, enfin le support, l'accompagnement que vous pouvez avoir notamment sur le langage inclusif. On a commencé à en parler, mais c'est vrai que c'est un sujet aussi du moment assez particulier. Le langage ouvert. Langage ouvert. Oui, parce que justement, l'écriture inclusive, comme le disait Anne, ça suscite des réactions de personnes qui vont dire ah, mais c'est trop dur à lire. Donc, le langage ouvert, en fait, l'objectif du langage ouvert, c'est d'être totalement invisible. C'est ma difficulté marketing à moi, c'est de vendre quelque chose qui ne se verra pas. Mais l'objectif du langage ouvert, c'est que ça passe et que vous ne l'avez même pas vu. En fait, je ne fais que parler en langage ouvert. Est-ce que vous avez noté une différence
Non. Alors, en revanche, je suis sûre à 100% d'avoir véhiculé 0 stéréotype de genre. Ça, c'est sûr. Donc, en fait, ma posture à moi d'être en langage ouvert, elle se transmet, elle s'apprend. Moi, ça fait des années que je fais ça et j'accompagne justement. Je pense qu'on peut pas. Enfin, Anne le confiait très bien. C'est une vraie question à l'intérieur de l'équipe qui doit à la fois interroger les croyances de chaque individu et les croyances collectives. Et donc, les personnes arrivent avec leurs croyances. L'écriture inclusive, c'est difficile. Puis en même temps, l'intérêt, c'est le moteur, c'est la curiosité, je suis bien d'accord, c'est l'intérêt de faire changer les choses qui va être le moteur pour apprendre progressivement comment on peut faire autrement. Et chaque équipe va créer ses propres solutions, en fait, parce qu'elle a sa propre situation, son produit, son offre, sa cible, sa clientèle, sa segmentation, ses problématiques à elle, ses points de tension. Et du coup, il est important de pouvoir accompagner une équipe à construire ça, à construire cette culture collective de l'égalité, enfin en tout cas qui va vers de l'égalité et qui propose une offre de manière équitable à l'ensemble de sa cible. Voilà. Et ça se construit avec de l'accompagnement, des formations. Moi, j'ai une formation en langage ouvert qui est accessible sur le site internet Unique en son genre. Après, on forme aussi les équipes, on les accompagne, on a des ateliers hebdomadaires où toutes les personnes qui ont été formées viennent, racontent ma problématique de la semaine, c'est ça, je me suis posé telle question. Est-ce que membre, c'est un mot épicène ou est-ce que c'est un mot genré? On dit un membre, est-ce que ça vaut pour tout le monde? Est-ce que je vais dire, comment je fais pour pas dire 12 fois dans le même texte le mot féminin et le mot masculin, c'est-à-dire utiliser que la double flexion? Concrètement, comment on fait? Parce qu'une fois qu'on a dit on veut le faire, on veut de l'égalité, on veut déstéréotyper, on veut dégommer les stéréotypes de genre dans tous les langages. Concrètement, la réalité, c'est OK, mais je mets quoi, moi, dans mon post sur mon CM? J'écris quoi dans mon catalogue? J'écris quoi sur ma pub? Et ça, c'est des choses qui sont importantes et ça se construit, ça prend du temps, en fait. C'est une vraie démarche qui doit être vraiment motivée pour aller vers l'égalité et qui doit s'outiller. Et c'est difficile de le faire aussi en solo parce qu'il est nécessaire d'avoir parfois un regard tiers extérieur qui va aussi pouvoir permettre les échanges. C'est aussi notre enjeu au sein de l'équipe, c'est d'accompagner les personnes à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on est un peu en mode coaching, on n'est pas des fournisseuses de solutions toutes faites parce que ça n'existe pas. Et donc, on accompagne les équipes pour qu'elles puissent, elles, trouver leurs propres solutions les plus justes pour elles, avec leurs objectifs à elles, en fait. Voilà, c'est ce que je notre peux dire. motto, hein, l'intelligence collective. Hein. C'est ça. Nous, au Club d'Innovation, l'intelligence collective, c'est notre motto. J'ai une dernière question avant qu'on passe à vos questions, parce qu'il y en a beaucoup, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être pour Florence, et elles vont fermer cette table ronde avant les questions. Florence et Eva, vous êtes toutes les deux, vous enseignez toutes les deux le marketing. Justement, vous avez travaillé avec les étudiants pour cet ouvrage, mais est-ce que c'est maintenant des sujets qui sont de plus en plus discutés dans vos cours? Hormis ces mémoires dédiées qui étaient un sujet vraiment soumis aux étudiants, est-ce que c'est un sujet que vous discutez de plus en plus dans vos cours de marketing? Tu veux que je réponde? Allez. Parce que moi, j'enseigne le cours de communication marketing et je suis directrice d'un master de communication marketing. Et c'est vrai que du coup, sur la question publicitaire, c'est un sujet dont on parle depuis des années, en fait, parce que voilà, les stéréotypes de genre en publicité ont été présents. Le débat ne date pas d'aujourd'hui, on va dire. Et après, moi, je dirais qu'on l'évoque de manière transversale et régulièrement dans nos cours, mais il n'y a pas de module, ou en tout cas pas aujourd'hui, de modules réellement dédiés qui serait tout un cours sur le genre. Alors, il en existe dans les options, mais c'est vrai qu'on n'encourage sans doute pas suffisamment nos étudiants à suivre ce genre de cours. Voilà. Ou sur le dégenre, hein, ou sur le dégenre aussi, enfin, l'idée justement de l'ouverture. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les formations, elles sont encore, pour le coup, très, très marquées, les choix de formation par des stéréotypes de genre. Alors, est-ce que c'est que des stéréotypes enfin, c'est toujours pareil, c'est toujours le vaste débat. Mais arrivé en licence, on a beaucoup de licences de gestion un peu généralistes. On a, je pense, autant d'ailleurs de filles que de garçons.
que les garçons vont tous dans les masters de plutôt finance, stratégique, compta contrôle, les métiers de chiffres. Et nous, en marketing, on a vraiment une majorité, grosse majorité de femmes, de filles. Et alors en communication marketing, là, le parcours que dirige Eva, alors là, il faut aller à la pioche pour trouver deux, trois hommes parmi les 30 étudiants. Et là, c'est vraiment pour le coup très marqué. Je voyais que donc ça reste un vrai sujet. Je sais que la semaine prochaine, il y a l'incubateur qui est le Dauphine qui organise un événement justement sur l'entrepreneuriat au féminin, notamment dans la tech, parce qu'en fait, il y a pas mal de femmes qui entreprennent, mais c'est dans des secteurs où en fait, elles ne vont pas être dans les secteurs qui vont avoir un impact et puis une ampleur financière importante, quoi. Moins dans la tech, moins dans la finance, et puis c'est parfois sur des services. Et donc, voilà, il y a quand même encore des stéréotypes assez marqués. Merci, Ok. merci à toutes là, pour votre intervention, vos retours d'expérience. On va prendre au fur et à mesure, on a un petit peu débordé, mais on tient à prendre les questions. Alors notamment, il y a plusieurs questions de Violaine. Alors, je vais peut-être les lire pour faciliter l'échange, mais voilà, vous me dites si je déforme. Donc, c'est notamment sur le marché. Alors, on voit que le marché ciblé des enfants, on voit que le marché ciblé enfants est plus ouvert sur ces questions. Qu'en est-il sur les marchés qui ciblent les seniors, par exemple? Le formatage est-il trop fort chez les personnes plus âgées? Et je crois qu'il y avait une question, j'en profite pour la passer parce que je pense qu'elle était liée. Quels seraient vos conseils pour ne pas genrer un produit sur un legging ou même un collant sur un marché adulte? Voilà, donc je ne sais pas si on peut lier les deux. Qui veut prendre la main sur ces… Moi, je vais bien répondre sur les seniors parce qu'on a quand même entre 30 et 40% de nos clients qui sont les grands-parents. Et donc, en fait, tout l'accompagnement, moi, j'ai des échanges extraordinaires avec des grandes-mères qui disaient je veux pour tous mes petits-enfants des poussettes, garçons, filles, n'importe quelle couleur parce qu'ils doivent tous apprendre à devenir parents. Donc, il y a des personnes qui sont totalement ouvertes sur ce sujet-là et qui est presque moteur vis-à-vis de leurs enfants de dire mais il faut que les petits-enfants puissent s'ouvrir à tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu perdus parce qu'ils ont toujours été éduqués de dire il faut ça pour une fille, il faut ça pour un garçon. Et ils trouvent ça aussi plus facile de dire à Noël, bon, bah, j'ai 7 petits-enfants, 3 filles, 3 garçons, emmenez-moi, elle aime les perles. Alors, c'est vrai. Donc, en général, si ils avaient eu l'information et lui, et le petit-fils aime les perles, ils ne vont pas forcément aller là-dessus et dire non, mais vous avez rien d'autre. Donc, forcément, nous, on va l'embarquer et dire attendez, faire des perles pour un garçon, ça se passe très bien. Donc, en fait, c'est plutôt un accompagnement. Moi, je n'ai jamais vécu. Alors, on a eu 2, 3 retours sur notre site en me disant je ne trouve pas garçon-fille, j'en ai ras-le-bol, que vous généralisez tout, je ne me retrouve pas, je vais partir. Mais c'est tellement minime comparé à d'autres personnes qui se laissent parfaitement accompagner sur ce sujet-là. Nous, en tout cas, ce n'est pas un problème. Voilà. Après, je ne vais pas parler de leggings parce que je ne pourrais pas du tout répondre. Et puis, je vais vous laisser dans 3 minutes. Je suis désolée, mais j'ai d'autres personnes qui attendent. Pardon. Un grand merci, Catherine. Alors, Catherine, même si peut-être que si vous nous laissez, on avait une question pour vous qui était un petit peu plus haut. Je me permets de la poser avant que vous partiez. Est-ce que vos nouveaux parents pilotes ont besoin d'être accompagnés sur la question du non-genré? Alors, vous avez répondu par rapport aux grands-parents. Ou pour vous, c'est une question qui ne se pose plus du tout? Non, vraiment pas. Après, les parents pilotes qu'on recrute sont des parents qui en général sont déjà très fans de notre marque et nos engagements, et c'est pour ça qu'ils s'engagent totalement bénévolement. Donc je crois que c'est effectivement pas un sujet. Je vois est-ce qu'il n'est pas plus facile d'être moins genré pour ces petits enfants que pour eux-mêmes? C'est une très bonne question. C'est effectivement de dire c'est plus facile de transmettre. Après, j'adore des grands-parents qui le font parce que c'est aussi qu'ils évoluent avec leur temps, ils ne sont pas ancrés dans leurs références avec lesquelles ils ont grandi, mais c'est sûr que dégenrer sur le maquillage, c'est beaucoup plus difficile que de dire je dégenre l'offre pour mes petits-enfants. Je suis totalement d'accord là-dessus. Je ne sais pas si vous avez alors, des questions, d'autres questions, sinon on avait… d'autres questions à poser. Moi, sur le legging, je peux peut-être répondre par rapport à la question sur le legging. En fait, la question que je vous invite à vous poser, c'est à quoi sert votre legging? Quel est l'usage de votre legging? Quelle est la fonction de votre produit? Qui pourrait s'en servir au-delà de son genre et dans quelle situation? Et là, vous allez en fait vous-même
trouver des solutions sans prendre en compte le genre. Il ne s'agit pas de dégenrer, il s'agit de recentrer l'usage de votre produit sur le produit et de quitter cette lecture genrée qu'on a priori, en fait. Et chausser les lunettes du genre, c'est généralement mettre le genre en second plan ou alors le mettre en premier plan là où il est invisible et le réinvisibiliser quand on ne met que ça devant, en fait. Donc voilà, mon conseil, ce serait déjà de vous recentrer sur à quoi sert votre produit et quel est son usage et qui peut en avoir l'usage. Il y a un besoin universel, si je peux rebondir un peu sur ce que nous a aussi partagé Anne et Catherine, vraiment d'identifier le besoin universel derrière. Je pense que nous, c'est la logique qu'on a eue chez Estampe, c'était vraiment de se dire, on part du pourquoi et en fait, on va se détacher du genre comme argument de vente, en fait. C'est juste aujourd'hui, notre produit est fait à tel endroit, avec tel ingrédient, avec telle valeur. Et en fait, rien ne justifie aujourd'hui qu'on le markete par le genre. Donc, en fait, on va juste le marketer par rapport à ses caractéristiques qualitatives, d'histoire du produit, etc. Et surtout de sa fonction in fine pour la personne, c'est la mission que le produit va remplir pour cette personne. Mais du coup, nous, on dit non-genré, mais parce que justement, on essaye, contrairement à Oxybul, de faire marche en arrière et d'essayer de dire aux gens qui étaient très rattachés à cette notion du genre qu'en fait, ils vont juste utiliser le produit, ils vont continuer à utiliser du maquillage ou ils vont commencer à en utiliser, mais en se détachant de cette notion. Dire qu'en fait, chez Oxybul, les enfants partent d'un terrain neutre et on essaye de travailler, on va dire, leur caractère et leurs compétences uniques. Nous, on essaye plutôt de ramener les gens au côté peut-être plus substantiel du produit. Donc, c'est deux logiques intéressantes parce qu'en fait, on part de deux points un peu opposés, je pense. C'est beaucoup plus compliqué pour Anne parce que à défaire des choses, tandis que nous, on est en train de construire des choses. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Et après, pour la question de l'âge, je pense, nous, qu'il y a de manière très honnête, il y a vraiment un effet générationnel. Je pense qu'aujourd'hui, vendre du maquillage à un homme de 40 ou 50 ans, ça sera vraiment très, très, très difficile aujourd'hui. Et là, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des situations qui nécessitent des solutions spécifiques et ça se construit au sein de l'équipe par rapport à la marque et ses problématiques. Donc, il n'y a pas de magique. Après, c'est une question, alors j'aime beaucoup aussi votre approche, Anne, sur dire, voilà, on est humble, on apprend tous les jours. Et notamment, une question que je me pose aussi en tant qu'avec ma casquette marketeuse, c'est de se dire, voilà, entre guillemets, le jeu de la segmentation, et notamment la segmentation par le genre ou par le sexe, c'est assez facile, entre guillemets, il y a des codes qui sont là, donc c'est très facile. Après, si on veut justement rentrer dans une logique où là, on ne segmente plus, et donc on va essayer d'être universel. Et donc, d'une manière très opérationnelle, voilà, est-ce que en voulant parler à tout le monde, un langage ouvert à tous en même moment, est-ce qu'on est aussi attractif? Alors, on parlait voilà, d'avoir des couleurs assez neutres, un langage assez neutre. Est-ce qu'on est aussi attractif? Est-ce que les gens se reconnaissent en fait, quelle que soit la cible? Donc c'est une question, hein, justement, c'est dire à être universel. Est-ce qu'on est aussi, voilà, est-ce que tout le monde se reconnaît ou c'est tellement dilué que personne ne se reconnaît? C'est ma question. C'est une très bonne question et c'est quelque chose que on fait évoluer là et on y réfléchit en ce moment même. Je pense que nous, on est parti au démarrage d'Estampe, par exemple sur les couleurs, sur des notions un peu des couleurs très terracotta, un peu dans les beiges. Et en fait, moi, je trouve qu'on devrait avoir presque parfois des couleurs un peu plus tranchées. Des couleurs comme par exemple un orange vif. Le orange, ça peut être pour n'importe qui. Ce n'est pas forcément dans les esprits, on va dire, d'ores et déjà connotés, mais je pense que des fois, on aurait dû être plus affirmé, par exemple, dans les couleurs, et on va le faire évoluer. Et c'est pour ça que je dis vraiment, nous, on est auto-apprenants, mais en fait, au fur et à mesure. Après, est-ce qu'on est moins attractif en étant, on va dire, plus généraliste? Je pense pas parce qu'en fait, nous, encore une fois, les gens qui cherchent notamment du maquillage naturel, qui font attention à ce qu'ils se mettent sur la peau, c'est des gens qui vont être très attachés aussi aux caractéristiques du produit dans sa formulation, sa fabrication, son origine, etc.
Et en fait, là, c'est très facile d'être généraliste sur des caractéristiques quand on parle de fabrication française, quand on parle de naturalité, etc. Donc, nous, on essaye aussi de se concentrer là-dessus parce que les gens qui vont être un peu des clients beauté plus, on va dire, qui sont déjà hyper au courant de ce qu'il faut bannir comme ingrédient ou X, Y, Z, bah, déjà, c'est des gens qui sont plus faciles à convaincre de manière généraliste. Après, encore une fois, l'aspect généraliste, je pense qu'au contraire, il a plus vocation, en tout cas des premiers retours qu'on a eus, à être libérateur des différents côtés du prisme, parce qu'en fait, ça libère de schémas un peu établis, de ce que doit être la femme ultra féminine, l'homme avec sa virilité, etc. Donc en fait, le général permet de se libérer un peu de cette polarisation du genre. Donc non, je pense qu'on n'est pas moins attractif en étant généraliste. Après, mon ressenti en tant que fondatrice de la marque, je pense qu'on peut être plus audacieux. Mhm. Donc voilà, mais on est toujours plus critique. Je pense qu'en fait, Stéphanie, dans votre question, il y a la question de l'universel et je pense que c'est ça qui induit en erreur. C'est-à-dire qu'en fait, aucun produit n'est universel. Aucun produit ne répond à l'intégralité des demandes et des besoins de toutes les personnes dans le monde. Donc, en fait, aucun produit n'est universel. Même un simple ouvre-bouteille, le truc qui me vient à l'esprit, va servir à des personnes qui auront des bouteilles et qui auront l'occasion de les ouvrir. Enfin, je sais pas. En fait, cette universalité, c'est presque une illusion qu'on voudrait peut-être atteindre, mais dans tous les cas, on segmente. Et là, Anne le dit très bien, la segmentation, elle va juste être différente. C'est-à-dire qu'au lieu de segmenter de manière raccourcie avec le prisme du genre, elles vont là, la marque Estampe segmente sous l'angle de l'attention portée à la qualité du produit, à sa neutralité par rapport au corps, à son éthique, à son respect de l'environnement. Et c'est d'autres angles qui vont permettre de segmenter et de s'adresser à une cible qui ne va pas être trop large. Ce qui fait qu'en fait, cette cible, elle va vraiment avoir l'impression d'être adressée. On lui parle à elle en fonction de ses besoins à elle. Et c'est juste que le genre n'est pas le premier critère. C'est le seul truc qu'il faut oublier, en fait. Est-ce que le genre, enfin pas oublier, mais en tout cas s'interroger vraiment, est-ce que ce genre, c'est vraiment ce foutu premier critère de segmentation ? Est-ce que c'est vraiment pertinent ? Là, je vois par rapport aux leggings, la question, c'est que les personnes doivent porter des collants, voire des bas pour des raisons médicales. Qui porte des collants, voire des bas pour des raisons médicales ? Est-ce que c'est vraiment que les femmes ? Est-ce que les collants les bas de contention, ça ne correspond à un usage que féminin ? Non, en fait, c'est un usage médical. Donc, pourquoi ne faire que des pubs avec des longues jambes noires avec des jupes qui flottent, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout la situation dans laquelle les personnes vont se retrouver et ça peut même freiner, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'adhésion d'un public qui sera peut-être plus d'hommes à des propositions commerciales de bas de contention ou de chaussettes de contention qui pourraient s'adresser à tout le monde. Les tailles étant possiblement, on le voyait tout à l'heure dans les 3 marques citées par Delphine, la question de la taille et de la morphologie des vêtements, elle peut être traitée autrement que par cet aspect du genre. Donc, on segmente quand même, en fait. Juste, on va être obligé, je pense, de conclure, mais j'avais une dernière question pour un dernier tour de table pour vous et je pense que Anne, elle va vous intéresser particulièrement et Eva et Florent, je veux bien que vous nous éclairiez aussi sur cette question-là. C'est est-ce que aujourd'hui la question du genre est un vrai enjeu de RSE ? Vous, Anne, vous avez combiné entre guillemets le non-genré avec l'éco-responsable, mais c'est vrai que c'était une question qu'on a discutée avec Eva notamment et je la trouve super intéressante par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir. Moi, c'est, première réponse qui me vient, c'est oui, bien évidemment. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a aussi un réel besoin de représentation plus diverse. Et en fait, ça, c'est un engagement que les entreprises doivent prendre. Donc, non, moi, la réponse est oui, clairement. Eva, voulez-vous oui, évidemment. Enfin, après tout ce qu'on s'est dit, je pense que d'abord, les marques ont ce pouvoir et cette capacité à
à véhiculer des nouvelles représentations, des nouveaux récits, des nouveaux héros, des nouvelles figures auxquelles on aimerait s'identifier, donc héros-héroïne, pardon, Vinciane. Donc, effectivement, je pense qu'elles ont ce rôle à jouer. La deuxième chose, c'est que si on est vraiment très pragmatique, je crois vraiment que la génération Z est beaucoup plus gender fluide et que donc, à un moment donné, il va falloir adresser cette question-là. Et puis peut-être là où ça doit être un engagement RSE, c'est-à-dire porté aussi au niveau de l'entreprise, je pense que c'est très important parce qu'il va y avoir, alors pas pour les nouvelles marques qui se créent, qui sont peut-être, voilà, mais il va y avoir des répercussions sur le business, en fait, si on décide d'abandonner un certain nombre de pratiques de segmentation par le genre. Et un peu comme on l'a vu avec les problèmes écologiques, s'engager sur l'écologie, c'est renoncer à un certain nombre de choses. Et donc, si ce n'est pas porté au niveau de la RSE, au niveau de la stratégie, au niveau de l'entreprise, on va tomber dans le féministe washing et on ne va pas être sincère dans ses engagements. Donc oui, je pense vraiment. Merci. Merci. Je pense qu'on va conclure peut-être, Stéphanie, on avait un dernier slide, je pense que Corentin va mettre dans le chat. Alors, il y a pas mal de gens qui sont partis déjà, mais un lien pour un questionnaire de feedback par rapport à ce soir. Et surtout, on voulait vous annoncer avec Stéphanie le prochain atelier. Stéphanie, peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur l'improvisation le 25 mai. Oui, alors là, c'était tout à fait en ligne avec notre raison d'être et notre mission qui est vraiment d'explorer et de toujours partager de nouvelles expériences. Et donc, il y a un sujet et un format complètement différent. Donc, le 25 mai à 17h30, où on pourra en ligne, ensemble, tester, expérimenter en live des techniques d'improvisation théâtrale. Et voilà, c'est tout un changement de posture pour aussi inviter, accueillir et mettre en action l'innovation. Voilà, donc autre format, mais tout aussi passionnant. Voilà. C'était un sujet d'ailleurs qui nous avait été suggéré justement dans l'atelier sur notre raison d'être. On avait brainstormé et l'improvisation était sortie comme un sujet d'intérêt. En tout cas, Stéphanie et moi, on veut remercier à la fois les intervenantes qu'on a eu vraiment plaisir à accueillir ce soir, où on a beaucoup échangé sur des thématiques passionnantes et bien sûr les participants. On est désolé, on a débordé, mais on le savait avant de commencer. C'est un sujet qui est assez vaste et où finalement on pourrait débattre et échanger pendant très longtemps. Mais vraiment, merci à tous et à toutes pour cette session de ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci à vous pour toute l'organisation. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous.